Chers amis, René Parcotel, comme d'habitude, vous souhaite la bienvenue pour le lancement du livre de notre ami Eric Ning, Penser comme un économiste. Il a eu ainsi délicatesse de donner un sous-titre à son livre, L'économie mauricienne en 50 leçons. Donc je me sens totalement à l'aise comme un petit apprenti de l'économie. Quelqu'un a eu la brillante idée de constituer un nouveau format pour le lancement de ce livre d'Eric Ning, d'inviter un complice en la personne de Sushil Kushiram, que vous connaissez certainement, qu'on connaît un peu moins depuis qu'il a quitté son ministère des services financiers en 2005, où, comme on s'accorde à dire, il a été brillant. Et comme je ne veux pas juger de ses performances économiques en tant qu'idiot ignorant en la matière, on n'a qu'à croire ce que l'opinion nous dit. Mais on est là pour parler de Eric Ning. Eric Ning qui a son actif, c'est son 10e ouvrage. Je crois qu'il a beaucoup persévéré, justement. Et Eric Ning a toujours donné une coloration littéraire à ses réflexions économiques. C'est ce qui m'a séduit. Par exemple, quelques titres. Un malade imaginaire, j'imagine en 2023, que j'ai lu avec plaisir à cause du titre. Je croyais qu'il était question de Molière. En fin de compte, il était question de Molière, mais au chevet de notre économie, malade. Et puis Maurice Lascigale, bon, on sait ce que M. de La Fontaine a écrit sur Lascigale. Et là, ce qui m'a intéressé, c'est 50 Economic Steps. Je ne sais pas si ce titre-là est venu après 50 Shades of Grey. J'avoue que j'ai une petite confusion. Bon. Et puis l'économie de la diversité, Robinson sur l'île durable, c'est encore une fois, Alice in Dodderland, à contre-courant et mieux comprendre l'économie. Disons, ce sont autant de livres pour ceux qui veulent connaître l'économie sans aller dans les arcanes, bien évidemment, de la haute finance ou de l'économie. Il va nous en parler aussi aujourd'hui. Il faut dire qu'Eric a toujours est un actif. Il a sa boîte. Pluriconseil qui fait de la consulting un peu partout et qui lui permet d'être aux premières loges pour comprendre notre économie. C'est intéressant de connaître aussi sa réaction par rapport aux grandes mesures qui sont prises en ce moment. Ça doit lui faire bondir de son siège. Alors, pour revenir à notre ami Sushil Kushiram, il a fait ses études en économie en Inde et au Canada. Il a été à la banque, responsable des recherches à la Banque de Maurice pendant 10 ans. Et puis il a été dans le privé. Enfin, il a connu une très belle carrière dans le privé et aussi sur le plan politique. Et ça m'arrange qu'il soit là parce qu'ils vont converser. Sushil va poser des questions à Eric et je suppose qu'on peut s'attendre à une petite polémique, j'espère bien, pour que ça soit au moins vivant de ce lancement. Alors, sans plus tarder, on leur passe la parole, on leur donne un deuxième micro aussi, comme ça ils peuvent s'interrompre si la nécessité se fait sentir. Alors quand même, de gros applaudissements pour nos deux acteurs. Je dis que cette fois-ci, je ne sais pas si c'est la 5e ou 6e fois qu'on a lancé mon livre, mais on ne va pas faire de discours, mais plutôt d'échanges. Parce que
nous voulons vous donner l'occasion de poser des questions. Je crois que c'est beaucoup plus intéressant d'être interactif. Néanmoins, moi et Cécile, nous allons chacun faire une petite introduction, hein, et nous avons préparé quelque chose sur le thème la place de l'économiste, ou si vous voulez, la pertinence de l'économiste dans une économie insulaire comme Maurice. Et je serais tenté de dire avec des esprits insulaires. Et après, vous pouvez poser vos questions après les deux interventions. Alors, pour commencer, seriez-vous confiant à la profession médicale si les écoles de médecine avaient très peu d'expérience avec le traitement des malades et si elles avaient très peu de contact avec les praticiens du métier? Auriez-vous plus de confiance si la recherche médicale ne s'intéressait pas aux questions que se posent les médecins sur leurs patients? C'est à peu près la même description qu'on fait de la profession des économistes. Les économistes, on peut les catégoriser en trois groupes. Vous avez les académiciens, les universitaires. Vous avez les économistes d'entreprise, les conseillers stratégiques, les conseillers d'entreprise. Et vous avez les analystes des politiques publiques, les économistes du secteur public. Alors, les économies sont tellement cloisonnées entre eux qu'on se demande quelle est la place, quelle est la pertinence de l'économiste dans une économie insulaire comme Maurice. John Maynard Keynes, le grand John Maynard Keynes, il s'attendait à voir les économistes en 1931 à devenir des humble and competent economists to the level of dentists. Les économistes comme dentistes. Peut-être cette description convient aux économistes universitaires d'être des dentistes. Un dentiste n'est pas là pour faire de la prévision, mais pour résoudre des problèmes. Il est vrai que les économistes universitaires ne donnent pas toujours des solutions concrètes. Mais ce qu'on déplore surtout avec les économistes universitaires, c'est le manque d'indépendance vis-à-vis du pouvoir politique. Vous avez très peu à Maurice d'économistes universitaires qui s'expriment en public sur des sujets d'actualité. Et contrairement à Paul Krugman, un professeur engagé qui prend même des positions politiques aux États-Unis. Les économistes universitaires préfèrent courir, je dirais, courir derrière des études payantes et s'engagent assez peu, très peu, dans le débat public. C'est dommage à Maurice. Alors, si on peut qualifier les économistes universitaires de dentistes, les économistes d'entreprise, eux, sont vus comme étant des météorologues. Parce qu'on attend qu'ils fassent des prévisions pour leurs patrons. C'est un peu ce que pensent la plupart des patrons, que les économistes d'entreprise font des prévisions. L'entreprise étant dictée par le profit, c'est d'actualité. Les économistes d'entreprise sont appelés à interpréter les données statistiques, à condition bien sûr que ces données soient fiables et fournies à temps, et à évaluer l'impact des politiques publiques sur le compte de résultat des entreprises. Il faut préciser que les économistes d'entreprise aident à la décision. Ils ne prennent pas de décision. Ils sont des conseillers stratégiques. Ils sont concernés, ils sont conscients de l'incertitude du futur, bien sûr, en donnant des conseils stratégiques. Hélas, rares sont les entreprises mauriciennes qui y croient aux économistes d'entreprise. Vous entrez dans une entreprise à Maurice, vous avez 9 chances sur 10 de rencontrer un comptable, vous n'avez qu'une chance sur 10 de rencontrer un économiste. C'est dommage à Maurice que les patrons ne croient pas trop à la fonction des économistes d'entreprise.
certains groupes, je ne parle pas des petites entreprises, mais certains groupes économiques préfèrent consacrer un budget au département de communication plutôt qu'à une équipe d'économistes. Je crois que c'est parce que les patrons considèrent les économistes comme des macroéconomistes. Mais justement, la science économique traite de l'interdépendance de tous les phénomènes de l'action humaine. On ne peut pas saisir les problèmes économiques si l'on aborde un secteur de production séparément. Vous savez, une entreprise est engagée dans un secteur particulier. Elle ne voit pas l'économie en grand. Mais vous ne pouvez pas évaluer les salaires sans aborder les prix, les crédits, les taux d'intérêt, les taux de change. Je crois que c'est d'actualité, les salaires en ce moment. Donc, il n'y a pas vraiment une économie du travail. Il n'y a pas une économie de l'agriculture. Il n'y a qu'un ensemble cohérent de l'économie. L'économie, il faut la voir dans son ensemble. C'est cette vision qu'on attend des économistes du secteur public, qui estiment néanmoins que c'est une discipline pratique pour régler des problèmes. À ce titre, Esther Duflo, qui est prix Nobel d'économie 2019, une franco-américaine, considère que les économistes doivent être des plombiers, plumbers. Pour elle, l'économie, c'est un système de tuyauterie et les économistes doivent savoir bricoler avec ce système de tuyauterie dès lors que des fuites ou des blocages deviennent visibles. Donc, les économistes doivent être des plombiers. Cependant, pour moi, l'économie n'est pas un système fermé. Il n'y a pas de tuyau précis. Lorsqu'on parle de chaîne d'approvisionnement, par exemple, c'est seulement une métaphore utile. Il n'y a pas de chaîne vraiment proprement dit, mais c'est seulement une métaphore utile. L'économie n'est ni expérimentale, ni empirique. L'économie est affaire de raisonnement mental, de raisonnement logique. Parce que l'économie est un système ouvert et complexe, dans lequel des millions de désirs individuels sont répartis dans le temps et dans l'espace, et auquel des milliers d'entrepreneurs répondent par un raisonnement logique. Toutes ces informations étant éclatées et dispersées, l'économiste ne peut être ni un plombier, ni un météorologue, ni un dentiste. Il ne saurait prétendre posséder un savoir qui n'est accessible à personne. Comme l'écrit Friedrich Hayek, prix Nobel d'économie 1974, The curious task of economics is to demonstrate to men how little they really know about what they imagine they can design. Je reconnais, c'est un point de vue libéral, difficile à défendre dans une économie insulaire, dans une très petite économie comme Maurice. Et pourquoi? Parce que les gens aiment avoir des réponses définitives à leurs questions et des solutions claires aux problèmes. C'est humain. Hein? On veut avoir des réponses définitives à nos questions. Mais vous savez, l'économiste est un commun des mortels. Ce que les gens attendent des économistes dépasse le pouvoir du commun des mortels. Le problème, c'est que les économistes eux-mêmes se laissent prendre à leur propre jeu, en se hasardant à des prévisions pour répondre aux journalistes. Mais quand éclate une crise économique et financière, on prend les économistes comme des boucs émissaires pour n'avoir pas prévu cette crise. On l'a vu, la crise financière de 2008, on a beaucoup reproché,
Même, je crois, la reine Elisabeth II avait reproché aux économistes dans une conférence à London School of Economics, si je ne me trompe pas, pourquoi vous, les économistes, vous n'avez pas vu venir la crise financière? Mais il y avait des économistes de l'école autrichienne qui avaient prévu que tôt ou tard, il y aurait une crise financière parce que les taux d'intérêt très bas, parce qu'on donnait beaucoup de crédits dans l'immobilier. En fait, le problème, c'est que on ne prête une oreille attentive qu'aux économistes qui confirment nos convictions, nos croyances. Et ça, c'est ce qu'on appelle le biais cognitif, et non aux économistes qui disent la vérité qu'on ne veut pas entendre. Alors, ces économistes qui disent la vérité, qui vont à compte courant, j'en suis, je crois, en faire partie, ils sont très minoritaires à Maurice. Ils prêchent dans le désert. Pourquoi? Pour 3 raisons. D'abord, on leur colle une étiquette politique, selon que leur critique vise soit le gouvernement, soit l'opposition. Ils sont pareillement soupçonnés d'être à la solde du secteur privé ou d'être influencés par leur classe sociale, alors que les économistes ne sont que de pauvres salariés. Ce ne sont pas des capitalistes. En somme, on ne regarde pas la validité de leurs idées, mais on regarde l'objet de leurs commentaires. Vous n'avez qu'à écouter les radios les dimanches matin, pas France Dimanche Culture, mais c'est ces émissions où les gens interviennent pas mal sur les radios. En fait, les idées, la validité des idées et la logique des idées, ça ne les concerne pas. Ça les concerne, mais est-ce qu'il est en train de... Qui est en train de critiquer le gouvernement, l'opposition, le secteur privé? C'est ça. C'est ça le raisonnement. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, pourquoi nous prêchons dans le désert? L'inculture économique. L'inculture économique de la population joue en leur défaveur. Il faut beaucoup de pédagogie de la part des économistes. Hélas, les journaux et les radios ne donnent pas aux économistes suffisamment d'espace ou de temps d'antenne pour que les économistes puissent expliquer en détail. Les médias cherchent la superficialité plutôt que la profondeur pour avoir un gros titre. Et vous savez, si les médias n'ont pas compris l'économiste, c'est que l'économiste a tout faux. Donc c'est très difficile d'être un économiste dans une petite économie, dans un pays où les gens n'ont pas vraiment une culture économique. Et enfin, troisième raison, je crois que les économistes souffrent du nombrilisme de leurs concitoyens. L'île Maurice étant loin des centres du monde, nous ne sommes pas vraiment exposés aux nouvelles économiques des centres du monde. Même la récente baisse de 50 points de base de la Fed, qui est quand même un revirement monétaire important, n'a pas été annoncée à la une ici. C'est dans les pages intérieures. Il faut s'attendre qu'il y ait une crise boursière ou une crise pétrolière pour que les médias locaux, la presse locale s'y intéressent et annoncent la nouvelle en première page. Donc, d'où l'inculture de la population, mais aussi le manque de sensibilisation vis-à-vis de l'économie, de ce qui passe dans le monde économique mondial. Et après, lorsqu'il y a éclaté une crise, on reprochera aux économistes de n'avoir pas vu venir cette crise. Pour conclure, je dirais que la presse, les partis politiques et les groupes de pression ont une influence beaucoup plus importante sur les citoyens que les économistes. Pourtant, chacun d'entre nous, sans le savoir, est préoccupé par les principes économiques. Car la science économique concerne tout le monde. Elle s'attaque aux problèmes fondamentaux de la société. À nous, les économistes, d'être pertinents. Merci. Tu prends le micro? Well, I can't say I disagree with anything that Eric has said. The fact that we are a small country,
the difficulty of being an insular economy, dependent on trade. C'est où, Yann? C'est où? C'est Il bon? il a C'est bon? perdu l'habitude des meetings publics. Let me start again. Ouais. I don't disagree with anything Eric has said, but maybe just to add a further thought on the difficulty of On n'entend pas, là, on n'entend pas. the difficulty of Là, that's it. ouais. The difficulty of surviving in a small island economy, totally dependent on trade, divided by a lot of racial and communal considerations, a village kind of society. A number of foreign analysts have summed up the Mauritian situation as a deal between the political elite and the economic elite. There's an article by IMF published in 2004, Emilio Sacerdoti and other authors speak of this deal between the political elite and the economic elite. There's an Indian economist who's advisor to the government of Modi, and now he's teaching somewhere in the United States, who expanded a bit more on this point. He also has written an article on Mauritius stressing this main argument. I don't know if you agree with it, but it does explain a lot as to why in Mauritius economic decisions are basically taken on the basis of this deal between elites, rather than through intellectual debate between economists, sociologists, and other intellectuals. Maybe that's how it should happen in a small society. Maybe we should not waste time arguing, discussing a lot. Let these two elites take the major decisions about our future. Okay, maybe that's why it doesn't happen. For instance, it's notable that Mauritius is known for being one of the countries where there are almost no think tanks, no economic think tanks. Nowhere in Africa will you find a country where the private sector does not have an economic think tank. In Mauritius, we don't. It's not that the private sector doesn't appreciate intellectual ideas. I know the private sector has recourse to the best business consultants in the world. Boston Consulting. I met people in Boston Consulting Group tell me, yeah, I've been to your country, I know I work for this corporate group. They want the best advice, they get the best advice globally, okay? But then they want advice that is only in the interest of their business expansion, their business interest. And then they work with the political elite to get this done. This is how things have evolved, mostly. I just thought I'd add this reflection. I don't know whether that would explain some of the remarks that Eric made about the lack of intellectual discourse, of economic exchanges, of ideas. Generally, people tend to be silent about what needs to be done. Okay, anybody wants to comment? Please go ahead. Okay. Yeah. Il y a un micro balade? Oui, on va passer un micro. Ouais, passer un micro. Ouais. Je sais pas si Je te donne le micro. parler français ou anglais. N'importe. Je vais mélanger les deux. Mm. Eric, you talked about economists, right? Maintenant, ce qui me chiffonne un peu, c'est que nous avons beaucoup d'économistes. Bon, je n'ai pas de contact avec les économistes, je les écoute à travers la presse. Je me suis rendu compte que nous avons de brillants économistes qui font que le constat le fait. Ça ne marche pas, celui-là ne marche pas, là nous avons un problème, il n'y a pas d'analyse, d'abord pour savoir d'où vient le problème, et si on ne fait pas cette analyse-là, on ne peut pas savoir quelle solution appliquer. Donc ça c'est ma première réflexion chez les économistes. They highlight problems. Par exemple, sans le nommer, il y a un ex-ministre des Finances qui de temps en temps revient avec la chose que le savings rate baisse anormalement, c'est pas bon, etc. Perfectly agree, we need savings. Mais son discours s'arrête là.
Ce qu'on attend le plus, c'est de nous dire comment augmenter le savings rate. Pour pouvoir dire comment l'augmenter, il faut dire pourquoi ça stagne ou ça diminue. Okay? Donc là encore, c'est un constat des faits sans solution. Deuxièmement, il y a les contradictions. Des économistes très haut placés dans le gouvernement vous diront pratiquement dans le même discours qu'ils se réjouissent que la consommation a augmenté, parce que ça augmente l'activité. Ensuite, dans le même discours, ils vous disent on se réjouit d'avoir épongé 80 milliards de liquidités sur le marché, qui est destiné à contrôler la consommation. Ok. Ensuite, ils applaudissent toutes les augmentations de salaire, etc. Hein? Mais seulement ça se fait, et ils le savent, par la création monétaire qui va augmenter l'inflation. Donc, moi ce qui m'agace, c'est cette pensée piecemeal, ad hoc et à moitié. Oui. Qui c'est qui veut répondre? Un des deux, vous répondez. Hein. Non, c'est vrai que bon, moi aussi je constate beaucoup de contradictions de la part des économistes qui s'expriment dans les journaux ou dans la presse. Et peut-être ils se contredisent parce que ils veulent faire la part des choses. Un petit peu critiquer le gouvernement, mais un petit peu aussi caresser le gouvernement en même temps. Hein? Et tu as tout à fait raison. C'est la question de la consommation. Hein? Et on ne peut pas vouloir combattre l'inflation tout en relançant la consommation, quand on sait que 75% de nos produits alimentaires consommés sont importés et que ça met de la pression sur la roupie. Donc il faut avoir une cohérence. Je prends un point d'actualité, et bon, d'ailleurs je me suis exprimé. La baisse du taux de repo rate, le key rate pour 50 points de base. Le gouverneur nous dit, c'est parce que la Fed a baissé 50 points, donc nous devons le suivre. Mais il ne précise pas que la Fed avait augmenté par 525 points de base pendant 2 ans, alors que la Banque de Maurice n'a monté que par 265 points de base. Déjà, il y avait un large écart. Okay? Donc, venir dire maintenant que nous suivons la Fed, c'est en totale contradiction avec sa politique quand la Banque de Maurice elle-même n'avait pas suivi la Fed dans le resserrement monétaire. Donc, il y a vraiment beaucoup d'incohérences. En fait, il y a tellement d'incohérences illogiques dans les politiques monétaires, fiscales, qu'on a en pleine schizophrénie parfois. Parfois, on a dans pleine schizophrénie. Et comme tu dis, piecemeal, c'est-à-dire, c'est-à-dire un petit peu, si vous voulez, c'est-à-dire, si vous appelez ça pragmatique ou ça, mais un mauvais pragmatisme. Si je peux expliquer ça avec un exemple, ce qu'on fait, c'est comme si, on prend un tube de dentifrice, on pèse des trous, et on dit, on pèse ça là, voilà où ça va sortir. Pas du tout, ça risque de sortir de partout. Oui. Et c'est là où ça devient extrêmement nocif. Oui. C'est-à-dire que, ce qui est regrettable, c'est qu'il n'y a pas de think tank. S'il y avait des think tanks qui comprenaient des financiers, des banquiers, des économistes et les gens qui sont dans les affaires, vous would have seen light. Of course you would have seen light. Oui. Mais le problème, excusez-moi d'être sévère peut-être, I don't see any of our civil servants being able to have meaningful talk avec les grosses pointures du secteur privé. Il n'y a pas de dialogue, parce qu'on ne peut pas avoir de dialogue. Ici, on est cloîtrés dans les tâches administratives, là-bas, on crée, c'est autre chose. Et maintenant, quand on se cantonne dans les tâches administratives et on a dans sa tête la régulation, on devient prudent. De l'autre côté, dans le secteur privé, il faut prendre des risques. Oui. Okay? Maintenant, il y a divers types de risques. Of course, there are reckless risks which we should not take, but we cannot work in a risk-free environment. With a risk-free mentality, il y a un juste milieu.
qui s'appelle le calculated risk. D'accord. Sur la question de think tank, oui. Regardez le micro. Donc, sur la question de think tank, oui, c'est dommage qu'à Maurice, il n'y a pas de think tank. En fait, il n'y a pas de think tank indépendant. Il n'y a pas d'institution, un institut économique indépendant. Et malheureusement, le secteur privé, à l'étranger, les think tanks sont financés par des philanthropes. Hein, qui financent pas des millions, hein, simplement, voilà, parce qu'ils veulent faire passer leurs idées, des idées libérales ou des idées conservatrices, tout ça. Okay, chacun a son think tank. Et bon, à Maurice, est-ce que le gouvernement peut créer un think tank indépendant? Bon, il a créé Maurice Stratégie. Est-ce que Maurice Stratégie est indépendant du gouvernement? Je ne crois pas. Hein? Au contraire, Maurice Stratégie, c'est vraiment de mouthpiece of government. Hein? Donc, et les entreprises eux-mêmes, pourquoi ils n'emploient pas vraiment des économistes d'entreprise pour faire l'analyse économique? Et bon, j'ai la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Maurice qui est là, mais parce qu'ils comptent sur des institutions comme Business Mauritius, MCCI, MEXA pour faire l'analyse économique. Ils sont membres de ça, ils paient pour ça, ils cherchent un retour en termes d'analyse. Hein? Quand, en fait, comme Chichi l'a bien dit, ces institutions, et d'ailleurs c'est ça le but de ces institutions, c'est qu'ils défendent les intérêts, ça, évidemment. Je comprends hein, que ces institutions, ce sont des organisations patronales qui doivent forcément défendre les intérêts des employeurs. Donc, on ne peut pas s'attendre de la part de Business Mauritius, Chambre de commerce et MEXA d'être un institut économique indépendant. Hein. Peut-être que le gouvernement peut créer une telle institution, mais qu'elle soit autonome financièrement. Oui. Je vous remercie, Souchil et Eric, pour vos interventions. Vous avez parlé de think tank, de deal privé, élite privée et aussi peut-être étatique et tout. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé récemment. Où personnellement, je me faisais vraiment un plaisir de lire régulièrement un mail que m'a envoyé mon bon ami Gilbert Yanni, MCB Focus, où on voyait très bien ses analyses, ses projections, où le pays serait dans X temps, c'était très détaillé, vraiment professionnel. Et puis tout d'un coup, MCB Focus a disparu. Gilbert aussi a disparu, tout a disparu. Mais c'est un très bon exemple que j'essaie de comprendre jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tout le monde à Maurice se référait à ce document, même la Banque mondiale, le Fonds monétaire et tout. Et est-ce que c'est pas là un exemple justement où on a quelque part tué ce think tank, qu'on ne peut pas entendre peut-être certaines vérités, je ne sais pas. Enfin, en tant que spécialiste, peut-être. Enfin, je ne vais pas, franchement, je n'ai pas rencontré Gilbert pour pouvoir savoir la vraie raison de son départ de la MCB. Je crois savoir qu'il y a eu un appel de chef d'une institution importante à Maurice, à la MCB, pour demander le départ du Mais le micro, si vous voyez. Je crois savoir que quelqu'un d'une institution importante a appelé la banque commerciale pour demander le départ de Gilbert Yanni. C'est à confirmer. Maurice, c'est des choses qu'on ne peut jamais être totalement sûr. Mais pour souligner ce même aspect de suppression de l'indépendance d'esprit, surtout dans le domaine de la pensée économique, comme l'a si bien dit Eric, lors de la dernière mission de la FMI, début de
début de cette année, il y a eu un boycottage, un arrangement pour que personne ne puisse rencontrer la mission de la FMI. Ça, je l'ai appris d'une personne de la FMI. Et il y a eu normalement, quand les missions de la FMI visitent Maurice, ils rencontrent des économistes, des diplomates, parce qu'ils recherchent des informations de tout part. Et systématiquement, on a empêché les gens à rencontrer cette mission. Lors du premier press release de la FMI, il y a eu pression, parce que le press release parlait négativement de la MIC. Il y a eu des pressions exercées sur le management de la FMI par le représentant de notre région dans le bureau d'administration au conseil de gestion de la FMI, avec l'aide aussi, je crois, du représentant d'un pays européen, je ne le nommerai pas, pour faire pression que ce communiqué ne soit pas négatif sur Maurice. Effectivement, ça a été un peu amendé. Le rapport lui-même a été pas censuré, mais si vous le lisez, vous verrez bien qu'ils ont retenu les arguments principaux, mais ils l'ont présenté de façon acceptable au gouvernement. Donc, il y a, Maurice, une tendance à vouloir instaurer un silence de force. Et c'est inquiétant. Ouais. Mais si on arrive à faire pression sur une institution comme l'MCB, il ne faut pas être très fort, ça. Joey, avant Joe. Allez. On fait le poids. Alors, donc, Eric, tu as parlé d'inculture. Moi, je fais partie des incultes en économie. Et tu as, je ne vais pas dire blâmé, mais tu as pointé du doigt certaines parties de la société qui a ces incultes-là. Eh bien, tu n'as pas parlé de certains qui sont la cause de cette inculture, c'est les enseignants d'économie. Moi, j'ai fait de l'économie jusqu'à l'âge de 13 ans, 14 ans, et j'ai détesté ce sujet. En lisant ton livre, en lisant d'autres articles, eh bien, je trouve que c'est intéressant, et tu le soulignes aussi dans ton discours et dans ton livre, que c'est essentiel en fait de comprendre le discours économique, parce que sinon, je ne fais qu'écouter un dit spécialiste, il me dit quelque chose, j'écoute une autre radio, il me dit autre chose, les deux sont des spécialistes, qui j'écoute. Je ne peux pas, en lisant un inculte, me faire une idée. Donc, peut-être, éventuellement, si on pourrait rendre des manuels, je sais pas, des enseignants plus intéressants ou plus vulgarisateurs comme toi, ça aurait été intéressant. Voilà, c'est plus ça que... Merci, Dieu. Une petite remarque. Hein. Mais voilà pourquoi l'interaction est importante. Là, chacun dit une chose contradictoire à l'autre de manière séparée. Il faut que put the two together. Et ils se lancent des questions et ils discutent. Enfin, du choc des idées, j'ai la lumière. Hein. Voilà ce qu'on aurait dû faire. Joe. J'ai fini. Monsieur le ministre, j'ai adoré votre description bicéphale de notre système économique, qui est extrêmement sclérosant. Ça va nulle part, ce système, parce que ça gère un statu quo, une zone de confort, qui est totalement mortel. Et il faut absolument, tous ces businessmen qui ne prennent pas de risques et qui roulent dans les grosses bagnoles et qui sont bien contents et qui gagnent 10 millions, ça ne les intéresse pas d'avoir un changement. C'est pareil pour tous les leaders politiques. Ils sont bien contents, bien confortables pour démultiplier. Donc ces gens-là, ils ont un intérêt commun à avoir un statu quo. L'innovation n'existe plus. Alors je prends quelque chose qui... C'est dans l'industrie pendant 50 ans, j'ai créé des quantités de choses avec mon argent. Sans attendre les subventions, avec la prise de risque. Et je crois que la prise de risque est importante si on a les moyens de se refaire quand on se pète la gueule. Et se péter la gueule, c'est quelque chose d'extrêmement salutaire. Hein? Si vous ne prenez pas le risque de vous péter la gueule, vous ne prenez pas le risque d'exister. Un petit exemple, j'étais au Sénat bureau chez le comité des peintures depuis 1978. Et on avait drafté la norme MS3, qui est la norme des peintures pour le bâtiment.
À l'époque, les peintures étaient l'OS Biller. Mr. Works, l'OS Biller. L'OS Biller means anything that gets into a can, as long as it's in a can. Okay? And all the building were defaced within a couple of weeks, or a couple of months. C'est un peu vite, mais c'était une merveille. C'était la moisissure qui poussait pas, qui pousse toujours. Anyway, so it happened that a few years later we had MS3 which was implemented, and now Ministry of Works had to state that the paint had to agree to MS3. Ensuite, les bâtiments sont devenus propres. Hein, et ça a duré dans le temps. Et puis moi, ma vie c'est une vie d'aventure, c'est mon trip, la première route buissonnière. Donc, j'ai été allé venir au Sénat Bureau et je suis revenu à Sénat Bureau 30 ans après, lorsque j'ai notre grosse structure. Et j'ai réalisé que cette norme MS3, qui était une norme extrêmement difficile, qu'on avait créée en 78, 79, 80, avait été dégradée. Un exemple ordinaire, il fallait, pour avoir une peinture qui passe à la norme MS3, moi je suis chimiste en peinture, c'est ma déformation, qu'il y ait 10 000 coups de brosse mouillés et que la peinture ne change pas d'aspect au soir levé. On avait réduit ça à 200. C'était pas le même animal. Mais c'était pour des raisons communes. C'est beaucoup plus confortable de faire ça à 200 plutôt qu'à faire ça à 10 000. Et puis, so what? Il y avait un deal, il y avait une espèce de statu quo, un deal entre les différents partenaires. Mais le perdant de ça, dans ce petit monde-là, le perdant de cette dégradation voulue, c'est nous tous. Alors, et c'est ça, l'innovation est morte ici, parce que ça te dérange. Si, un grand si on aurait pu avoir des gens qui y a un fintech, mais pas un fintech économique seulement, un fintech des réalités techniques, et qui viennent dire, on va faire de l'alcool avec la canne à sucre, on fait de l'alcool depuis les Égyptiens faisaient de l'alcool, c'est pas nouveau sous le soleil, ça. Brûler la bagasse pour chauffer les faratas, c'est pas nouveau sous le soleil non plus. Right? Donc, il y a d'autres choses à faire pour sortir de ce carcan d'imbécilité. Hein, comme disait Malcolm, on cultive la pomme d'amour ou la canne à sucre et les préjugés. Mais on n'est pas sorti de ça et c'est en train de nous tuer. Merci, monsieur le ministre, d'avoir bien écrit cette bicéphalité. D'accord, merci. Jean, Qui veut? donne-le. Ouais. Merci. Ouais. Merci à Chouchil et à Eric pour votre présentation. J'ai bien écouté notre ami Eric qui a bien souligné qu'il n'est ni dentiste, ni météorologue, Ni plombier. et ni plombier. Ben, ma question ce soir, effectivement, et tu l'as aussi souligné que la crise financière de 2008, il n'y avait pas beaucoup de monde qui avait prévu cette crise financière et surtout les économistes. Ma question ce soir, c'est pas pour l'international, mais pour notre pays, Maurice. En voyant ce qui se passe en ce moment, avec notre niveau de dette, avec notre roupie qui continue à se dévaluer, est-ce que vous, comme économiste, vous pouvez prévoir qu'il y aurait dans l'avenir une crise financière? Merci. Bon, je ne voulais pas intervenir, mais en écoutant la discussion, comme l'a dit mon ami, et je dois dire que je suis un peu déçu, parce que je pensais qu'on aurait eu plutôt un jargon économique plutôt qu'une vue superficielle de l'économie. Je pensais que peut-être qu'on aurait bougé, on aurait pris depuis l'époque d'Adam Smith, on aurait parlé du problème de Mide, qui, si nous avions écouté Mide aujourd'hui, on aurait été un pays où ça aurait été la misère parmi nous. Mais je dois dire que moi, de mon expérience, j'ai une expérience du secteur privé et une expérience politique. Mon expérience du secteur privé, quand on parle de think tank, il y a une réflexion dans le secteur privé. Il y a une réflexion, et là, Eric,
tu as parlé de l'école de Boston. Quelqu'un parmi les deux a parlé de l'école de Boston. Et il y a une réflexion stratégique. La plupart des grosses entreprises du secteur privé, ils ont de temps en temps, peut-être tous les 2 ans, tous les 3 ans, une réflexion stratégique. Et ça fait, et déjà, ça change. Et c'est pourquoi que nous entendons que dans le secteur privé, de temps en temps, tu entends, il y a un jour c'est cluster, un jour c'est business unit, et ainsi de suite. Il y a ce besoin, peut-être que Maurice étant petit, l'économie mauricienne étant petite, l'économie des entreprises est encore plus minime, parce que ce que nous appelons ici des grosses entreprises, comme nous passons le bâtiment de Bocuse, nous avons l'impression que c'est une grosse chose, et Blythe est une grosse chose, mais ce sont des petites et moyennes entreprises à l'international. Nous n'avons presque plus, bon, il y a eu à un certain moment Florian nucléaire, mais nous n'avons pas eu, on n'a pas d'entreprise de dimension internationale pouvant influencer l'économie mondiale. Alors nous n'avons pas vraiment besoin d'économistes comme nous avons besoin de stratégistes. Et c'est pourquoi que nous avons l'école de Boston et nous avons beaucoup de personnes qui ont travaillé à Maurice comme stratégistes. Et ça a bien marché jusqu'à l'heure pour le secteur privé. Maintenant, lorsqu'on parle de l'économie vraiment, j'ai entendu dire que, par exemple, nous lisons les journaux, puisque nous lisons les journaux complètement. Par exemple, je viens d'entendre que quelqu'un vient de dire que, par exemple, l'inflation continue, et moi, en lisant le rapport du gouverneur de la Banque mondiale et de la Banque de Maurice, lui parle de l'éclaircissement de l'inflation. Et il y a beaucoup de choses que les journaux ne mettent pas. Ce sont des choses qui ne paraissent pas. Et si vous lisez bien le rapport du directeur de la Banque de Maurice, vous allez voir, oui, je ne dis pas que, bon, comme tu vas dire, ce sont ces personnes qui, eux, font plaisir au gouvernement, mais il faut voir aussi, par exemple, certaines choses. Par exemple, aujourd'hui, on parle de dette, mais si nous ne faisons pas de dette, il n'y aura pas de développement économique, parce que nous savons que c'est la construction qui fait avancer l'économie d'un pays. Et si nous ne faisons pas de dette, moi je pense que je me pose la question, j'ai mon fils à côté de moi, j'ai pas beaucoup de dettes, pas beaucoup de millions, quelques millions de dettes, et parce que nous avons construit notre maison, et je n'aurais pas voulu que quelqu'un vienne me voir, lui dire, et tu sais, ton papa a quitté 4 millions de dettes sur ta tête parce que ton papa a construit une maison. Aujourd'hui, est-ce qu'il voudrait que nous restions dans des tentes plutôt que d'avoir une maison avec des dettes? Le choix est là. Dette, maison ou K1, zéro. Maintenant, sur le côté économique, je me pose la question. Vous n'avez pas parlé du budget national. À Maurice, pour moi, j'ai comme l'impression que l'économie commence le 1er juillet et se termine le 30 juillet. Tout le météorologue, le dentiste, le plombier, ils sont tous avec leurs outils à la veille du budget. Pas la veille du budget, on appelle ça le budget day. Le jour du discours du budget, c'est comme si c'est le Messie qui va descendre. Sorry pour le mot Messie, c'est quelqu'un de très grand qui va descendre et lui va distribuer des choses. Hein. Premièrement, il y a certaines personnes, on parle d'économistes comme plombier, ainsi de suite, mais on pourrait penser à un ministre des Finances, PNL, parce qu'il y a certaines personnes qui voient en le PNL. Hein, les gens seront déçus s'ils n'ont pas reçu leur part de cadeau du budget. Et ce qui est pire, ce que je dis ça, ce qui est pire, peut-être déjà, il y a des personnes qui font des projections, qui font des calculs que sur le discours du budget. Lisons la presse le lendemain de la présentation du discours du budget. On pourrait dire que c'est du copy-paste. Les membres de l'opposition peuvent être. Moi, j'ai été membre de l'opposition pendant très longtemps et
dénie pas ce que je dis. Les membres du budget vont venir dire, il n'y a rien. Tel enfant n'a rien eu. Tel rien n'a eu. C'est rien eu. Il n'y a pas de projet à long terme. On ne peut pas s'attendre à un budget financier d'un an, à avoir un projet à long terme. Et le plus joli, on a des discussions phénoménales sur ce discours du budget qui a été lu pendant 2 heures de temps, sans avoir consulté le Finance Bill. Et là, Cécile est devant moi. Cécile va me dire, la chose la plus importante dans ce budget, c'est bien ce Finance Bill. C'est un document de plusieurs pages, avec plusieurs chiffres, difficiles à comprendre, et personne ne parle. Regardez, allons prendre les 10 derniers discours de budget. Le soir, est-ce qu'il y a eu un jour, quelqu'un a dit, faites attention, dans le Finance Bill, il y a quelque chose. Et ça, ce sont des choses qui ont des effets tout de suite. Et ça peut avoir des effets négatifs sur le budget, comme ça peut avoir des effets négatifs. Mais tout le monde est vu. Ah oui, on a baissé les prix de cosmétiques, la petite dame est contente, on a fait quelque chose, des chaussures de football ont baissé, le petit garçon est content. Mais à vrai dire, moi je pense que le Maurice est un petit pays. C'est vrai, nous devons avoir un think tank. Je pense que, par exemple, à un certain moment, Simon Chapman, avec son plan de 2030, la vision de 2030, était une bonne initiative. Malheureusement, ça a été coupé par Covid. Et moi, je pense que peut-être que ce sont des visions que nous devrions avoir. Des visions de 2000, par exemple, là, je vois l'organisation africaine a une vision de 2065. Je pense que peut-être que, au lieu de parler de plan économique, nous devrions avoir des visions 2030. Parce que la 2030 a été dépassée par Covid et par l'inflation extraordinaire que nous avons subie. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce que nous avons besoin, c'est une vision 2050, peut-être pourquoi pas. Et ça va être ce plan économique que l'île Maurice a besoin pour avancer. Merci. Merci. Merci, Elie. Simplement, sur le budget, oui, je crois que le budget, attendez, il y a 2 questions après. Le budget est devenu aujourd'hui un document de relations publiques. Et vous voyez bien, à la veille d'un budget, maintenant les attentes de la population, qui vont pour gagner? Qui s'en a pour faire la bouche d'où? Ce n'est plus quelle sera la politique économique, quelle sera la vision du gouvernement. Et malheureusement, le budget est simplement un outil de propagande, même je pourrais dire, parce que, je le sais très bien, on met des chiffres simplement pour plaire la population. Qu'est-ce qu'on a dit dans le dernier budget? Au 30 juin, la dette publique sera 525 milliards de roupies. C'est-à-dire pareil au 31 mars. Et un mois après, qu'est-ce qu'on voit? La dette publique au 30 juin, en fait, officiellement, c'est 546 milliards, n'est-ce pas? Donc, on nous a fait croire au budget D que la dette publique est contenue, que le déficit budgétaire est contenu, mais après le budget, on a toutes sortes de dépenses post-budget qui arrivent. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de décisions prises en 2 budgets. Relativité salariale, nous sommes dans l'actualité. C'est pas énorme aussi dans le budget. Donc, les décisions prises en des budgets sont beaucoup plus importantes que ce qui est annoncé dans le budget. Et le budget est devenu quelque chose d'exercice de relations publiques. Mais tout le job est dans les détails, c'est dans le Finance Bill, le Finance Act. Et vous avez beaucoup de choses qui sont très importantes pour favoriser tel groupe, telle entreprise. Maintenant, pour la question de crise financière, et la question de dépréciation de la roupie, vous savez, moi je l'ai dit depuis plusieurs mois, c'est après les élections générales qu'on fera face à la réalité économique, reality check. Et il n'y a pas 36 moyens de relancer l'économie de ça.
C'est soit vous faites des réformes structurelles, mais ce sera difficile, ce sera dur, ce sera impopulaire, ça prendra du temps. Soit vous passez par la plus facile, plus facile politiquement, je veux dire en termes de policy, c'est la dépréciation de la roupie. Un réajustement par les taux de change, comme c'était en 79-81. Bon, à l'époque, on était dans le contrôle de change, donc on parlait de dévaluation, mais c'est la même chose si on laissait la roupie se déprécier. Et aujourd'hui, bon, artificiellement, on essaie de limiter le dollar à 47 roupies. Oui, mais ça c'est artificiel, parce que sur le marché, il n'y a pas de devise. Vous pouvez faire apprécier la roupie, mais si vous n'avez pas de devise, ça revient à la même chose. Oui. Donc, soit vous faites réajustement par le taux de change, par la politique de taux de change, soit vous faites réajustement par la politique fiscale, moins de dépenses publiques, ou par des réformes structurelles, mais qui prendront plus de temps et qui sera beaucoup plus difficile, plus dur à soutenir. Je laisse la parole à... Bon, pour donner précédence à son Excellence, Monsieur le Vice-président, je crois que tu avais raison de souligner le manque de discussions intelligentes autour du budget, l'importance du Finance Bill pour des discussions sérieuses. Absolument, tu rejoins toute la présentation d'Éric qui mettait l'emphase sur la carence d'une bonne pensée économique à l'île Maurice. Alors, comment faire? Je prends par exemple la Jamaïque, petit pays insulaire qui a pu réduire sa dette de 144% du produit national brut à 70%, réduit de moitié. Ça s'est fait sur 10 ans environ. Entre-temps, il y a eu des changements de gouvernement. Le gouvernement qui a succédé a continué avec la même politique de réforme que l'ancien. Et c'est remarquable. Comment ont-ils fait? Un National Partnership Council, Forum, genre Partnership Forum, qui a réuni les politiciens, la société civile, pour dire que c'était une période de crise, qu'il faut sortir la Jamaïque de l'ornière, redresser le pays. Et c'est comme ça qu'ils ont pu déterminer les mesures correctives à prendre. Et un très bon ministre des Finances, qui d'ailleurs vient d'être nommé directeur adjoint du Fonds monétaire international. Ils ont créé Independent Fiscal Commission qui va surveiller certains paramètres économiques indépendamment, avec des gens indépendants nommés à cette commission, des paramètres tels que le niveau du déficit budgétaire, le pourcentage des salaires dans le secteur public par rapport au produit national brut, okay? Et d'autres critères importants pour instaurer une certaine discipline fiscale qui a été agréée par la population, par les intellectuels, par les trade unions et tout le monde. Donc ça, c'est peut-être une voie à suivre. D'ailleurs, Éric mentionne dans le livre la nécessité d'inscrire dans la Constitution la nécessité d'une discipline budgétaire. Donc, il y a des éléments de réponse aux carences que tu as soulignées. Quant à la question sur la crise, est-ce que nous allons vers une crise? Si j'écris souvent des articles dans le budget, c'est précisément pour souligner cela. Exprimer une inquiétude que nous pourrions basculer dans une crise. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, nous avons des déséquilibres macroéconomiques excessifs. Le déficit budgétaire atteint presque 8% du produit national brut. Ça se reflète sur le déficit de la balance de paiement.
si vous avez les chiffres officiels, vous diront que le compte courant va probablement être seulement de 4,5% du produit national brut. Et effectivement, c'est correct. Mais le compte courant inclut l'offshore, qui nous apporte beaucoup de devises et qui cache la réalité que les réserves, nos réserves de devises détenues par la Banque de Maurice sont en train de baisser d'environ 1 milliard de dollars chaque année durant les 2-3 dernières années. Officiellement, nos réserves sont à 7 milliards de dollars. Et caché dans ce montant, c'est dévoilé à la banque, ou la FMI, parce que la Banque de Maurice doit dévoiler des chiffres là, et obligatoirement doit donner des chiffres à la FMI. Et là, c'est officiel, la Banque de Maurice emprunte 1,5 milliard de ces 7 milliards, qui reste 5,5 milliards. De ces 5,5 milliards, il y a encore 1 milliard de dollars qui est caché dans les comptes de la Banque de Maurice. Ça, c'est secret. Okay? C'est indiqué comme liabilities to other depository corporations. Donc, il vous reste environ seulement 5 milliards. C'est suffisant pour rouler encore quelques années. Mais nous allons dans une pente dangereuse. Et nous cachons les chiffres, nous ne dévoilons pas la vérité. La vérité, vous le connaissez, le manque de devises chronique sur le marché. J'ai des amis banquiers qui me disent, là en ce moment, ils reçoivent des téléphones tous les jours de leurs clients, recherchent des devises. Hein? Donc il y a une pression sérieuse sur nos réserves étrangères. Nous vivons dans un monde instable. Pour avoir moi je connais le Asian Financial Crisis. Donc, s'il y a des développements soudains et inattendus dans le monde économique international, ça pourrait engendrer une catastrophe et un retrait de devises de l'île Maurice. D'ailleurs, beaucoup de Mauriciens, nombreux d'entre eux, je suis sûr, si vous avez des dollars, vous n'allez pas les emmener en roupies parce que, comme le disait le Premier ministre, pas couillon, on tire au cash avant la banque d'affaires. Nous sommes tous aussi intelligents que lui. Donc, c'est sûr que beaucoup de Mauriciens préfèrent garder leur argent en devises étrangères. Bon, ce n'est pas encore une vague et une déstabilisation, mais ça peut le devenir. Ça, c'est la première raison. La deuxième qui va précipiter cela, c'est que nous avons perdu notre statut d'un des rares pays africains à être au-dessus de l'investment grade. Nous avons perdu, nous étions BA1, nous sommes venus à BA2, et maintenant à BA3, qui est borderline. Nous avions peur, une année de cela, 2 années de cela, et c'est Gilbert Yanni dans MCB Focus le soulignait souvent. Il disait au gouvernement, faites du fiscal consolidation, faites attention que le déficit soit trop élevé et que Moody's nous downgrade. Ça va engendrer une catastrophe. Heureusement, Moody's, tout en nous downgradant à BA3, n'a pas downgrade Maurice. N'a pas downgrade la MCB, pardon. Aujourd'hui, la MCB et le gouvernement sont tous deux rated BA3. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelque chose de bien pour la MCB ou quelque chose de mauvais pour le gouvernement? Ou le contraire? Généralement, les gouvernements sont mieux downgraded que les banques. C'est les gouvernements qui vont sauver les banques s'ils sont en faillite. Mais à Maurice, là, on est dans une situation où les deux sont au même niveau. Heureusement que la MCB n'a pas été downgraded quand Maurice a été downgraded à BA3. Parce que si la banque commerciale avait été downgraded, il y a des millions de dollars qui sont déposés à la MCB de l'étranger, parce que la MCB est une des rares banques à être investment grade en Afrique. Et si la MCB arrivait à être downgraded, on aurait un exode extraordinaire de devises qui nous amènerait à une crise. Donc ça, c'est l'autre risque. Là, on a pu convaincre Moody's qu'on fait bien, en manipulant un peu les chiffres et
Mais dans une année ou autre, la situation va continuer à se détériorer. Et avec toutes ces promesses électorales, je vois mal comment Moody's va pouvoir se retenir à ne pas downgrade Maurice. Et là, la MCV ne pourra pas être au-dessus du pays, hein, et sûrement Modern. Et là, donc, deux raisons pourquoi nous pourrions subir une crise. Voilà, c'était la dernière intervention. Moi, j'ai appris beaucoup de choses pendant cette soirée. Si l'économie va mal, ou s'il n'y a pas d'explication pédagogique sur l'économie, c'est que la presse en est responsable. Nous, c'est un peu qui se dégage. C'est toujours, forcément, j'ai l'impression que les crétins que nous sommes Alors, si on peut prolonger cette polémique, si au sein même du secteur privé, on ne fait pas appel à des économistes, encore moins au sein des médias, à moins que ce soit des journaux ou des magazines spécialisés, payant des gens qui ont fait des études en économie pour commenter le budget. Je peux comprendre un ministre des Finances qui lit pendant 2 heures son budget, et puis le Finance Bill qui vient après. Personne pendant cette soirée ne peut travailler là-dessus, personne. Sauf les agences comme Philip Morris, etc., ou des agences spécialisées qui donnent à la presse un résumé de la situation. Le pauvre journaliste qui a été payé à 17 000 roupies, 20 000 roupies, il n'est pas un spécialiste en économie. Il tend son micro devant le syndicaliste. Non, devant. D'abord, je ne comprends pas pourquoi il faut interviewer le ministre des Finances et le Premier ministre après le discours du budget. Je n'ai jamais compris pourquoi. Pendant 2 heures, on a subi la lecture avec beaucoup d'applaudissements. Là, il n'y a pas eu, malheureusement. Donc, c'est un peu dommage que ce soit ainsi. Mais d'une manière générale, on a beaucoup appris pendant cette soirée. On remercie à Eddie d'avoir participé à cet échange. Je crois que c'est très bien ainsi. Pardon? Tu peux me laisser dire un dernier mot. Tu peux me laisser dire un dernier mot. Ok, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, pour que je termine, après je reprendrai pour clôturer. Hein. Ouais. Oui, prends le micro. Oui, je voulais juste... En fait, j'avais préparé une présentation de 10 minutes pour parler un peu plus sur l'économie, mais bon, c'est pas grave. Le micro, s'il te plaît. La partie la plus importante, je crois, il faut que je le dise quand même. I'd like to say a few words about Eric. He's among the rare Mauritians, a handful almost, who can express a fiercely independent mind on national economic issues without any fear or favor. His latest publication, framed in the guise of lessons, offers a sharp and clinical analysis of the Mauritian economy, highlighting key burning issues and proposing several corrective policies to improve the country's long-term prospects. Eric's views lean heavily towards economic freedom and liberalism. Like a true economic liberal, he's strongly pro-market, but not pro-business or pro-labor. He has played a vital role as an economist in speaking the truth on economic matters to government and policymakers, opinion and business leaders, and the wider public. He deserves absolute appreciation for his intellectual vigor and integrity, and our deep appreciation for his varied and valuable contributions to the advancement of economic ideas. Alors après ça, vous êtes conviés à un cocktail à